Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2981 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 30 juin avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Oussem Aouar, le joueur algérien de l'AS Roma, ancien joueur de Lyon, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Ou par exemple Madi Camara, le joueur de Brest, il fête également ses 26 ans. Aujourd'hui, on continue maintenant, on bascule sur l'Euro et tout d'abord le programme du jour. Donc hier, les deux premiers huitièmes de finale ont été joués. Donc aujourd'hui, 18 h, l'Angleterre contre la Slovaquie et ce soir, 21 h, l'Espagne contre la Géorgie. Donc voilà, deux gros matchs encore aujourd'hui. Et demain, bien sûr, l'équipe de France contre la Belgique. On va en parler un petit peu aujourd'hui. On en parlera beaucoup demain, bien sûr, en faisant l'avant-match. Mais tout d'abord, tiens, toujours avec cet Euro, on va parler de deux arbitres espagnols. Gil Manzano, l'arbitre là avec le maillot bleu, et Alejandro José Hernandez, l'arbitre avec le maillot rose, ont été écartés par l'UEFA pour le reste de l'Euro 2024. Ils n'arbitreront plus de matchs. Pourtant, c'est des arbitres qu'on voit souvent arbitrer les gros matchs en Espagne. Mais du coup, ils n'ont pas été assez bons peut-être lors des matchs, par exemple, qu'ils ont arbitré lors des matchs de poule. Par exemple, Gil Manzano, l'arbitre en bleu, il avait arbitré le match entre l'équipe de France et l'équipe d'Autriche lors du premier match des Bleus. Bref, ils n'arbitreront plus de match lors de cet Euro. Tiens, toujours avec cet Euro aussi, on revient sur le 11 flop de la phase de groupe de l'Euro 2024, selon la Gazzetta italienne, avec deux joueurs de l'équipe de France, Griezmann en numéro 10, Dembélé. Donc là, c'est pas les tops, c'est les flops. C'est-à-dire les joueurs qui ont totalement floppé, qui ont été nuls lors des matchs de poule. Vlahovic, Bellingham, pourtant il avait été élu homme du match lors de la première rencontre, mais les deux matchs qu'on suivi, c'était compliqué pour Bellingham. Donc également Livakovic, le gardien de la Croatie, Silva ou même Brozovic. Donc voilà, pas mal de joueurs bien sûr qui ont très déçu, qu'on attendait beaucoup d'eux et du coup ils n'ont pas été bons lors des matchs de poule. Et en parlant d'un joueur dedans, Griezmann les gars, et voir Griezmann titulaire en soutien d'un attaquant face à la Belgique comme en 2016 et 2018 n'est pas à exclure. Voilà, le rôle là par exemple cette compo là 4-2-3-1 avec un Griezmann en numéro 10. Et peut-être demain, parce que déjà on sait que demain c'est quasiment sûr, Griezmann devrait de nouveau être titulaire. Il avait été remplaçant contre la Pologne et il pourrait occuper ce rôle là de numéro 10 juste derrière l'attaquant demain qui devrait être Kylian Mbappé. Griezmann serait juste derrière lui alors qu'il joue plutôt relayeur comme depuis ce début de l'Euro, un poste où il avait été bon à la Coupe du Monde, mais là on sait que cet Euro ça a été très compliqué. Donc voilà, Griezmann les gars pourrait avoir une nouvelle position, enfin une position qu'il connaît bien, qu'il avait déjà occupée lors d'anciens grands tournois. Et avec 7 buts, Antoine Griezmann est le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus à 1 euro, juste derrière Platini, 9 buts en une seule édition. Platini avait fait fort quand même, c'était en 84 où l'équipe de France avait gagné 7 euros. Avec un Platini bien sûr exceptionnel, ce qui lui avait valu de remporter le Ballon d'Or. Bref, donc voilà, Griezmann c'est le deuxième meilleur buteur des Bleus, en espérant qu'il relève la tête, parce que et voilà, qu'il nous fasse surtout des gros matchs, la élimination directe. Donc déjà demain avec cette première rencontre contre la Belgique et plus s'il y a bien sûr qualification. Konaté est en conférence de presse aujourd'hui, et tout d'abord sur Lukaku, donc l'attaquant le plus costaud contre lequel j'ai joué. Il a déjà affronté Lukaku dans le passé. Il dit que vraiment on sait qu'il est plutôt costaud Lukaku. Il dit que voilà, c'est un sacré gaillard. Toujours avec Konaté, sur le France-Belgique de 2018 où il n'était pas présent bien sûr, mais il avait regardé le match. J'étais à Leipzig avec mon meilleur pote et franchement j'y croyais pas, parce que la Belgique avait une équipe impressionnante, notamment Hazard qui était très relou. Mais voilà, l'équipe de France a quand même réussi à battre les Belges. On espère, moi personnellement j'espère pareil pour demain. Ibrahim Konaté aussi sur son déclassement en bleu, parce que de base en début d'Euro on pensait que ça allait être lui le titulaire avec Upamecano, mais du coup c'est Saliba qui a quand même pris sa place. Moi les gars, ce serait je mettrais Saliba et lui un titulaire. Je mettrais le duo Saliba-Konaté qui est pour moi le meilleur duo en équipe de France, et je mettrais Upamecano sur le banc. Bon, Deschamps, on sait qu'il fait beaucoup confiance à Upamecano, mais il a dit c'est clair que je suis venu avec beaucoup d'espérance, mais ça fait partie des aléas du football. De base il devait être titulaire, puis du coup il a commencé à chaque fois sur le banc. Il y a cette frustration, mais je connais mon rôle sur en dehors du terrain. Un hibou à 100% ne serait jamais assis sur le banc. On est 25, il faut aller au bout. Donc voilà, il le prend pas non plus mal. Bien sûr, il est un peu déçu, bien évidemment. Il dit qu'il a de la frustration, mais c'est comme ça. Il comprend, en gros, les choix de Deschamps. Voilà, en gros, que Upamecano devant lui, c'est dommage, parce que je vous ai dit, il mériterait. Pour moi, le meilleur coup, Upamecano. Ibrahima Konaté. Konaté sur William Saliba, il mérite d'avoir ce temps de jeu. Je discute avec lui, je lui ai dit que c'est son moment. Quand Ibou va revenir à 100%, ça va être chaud. Quand il va être à 100%, il pourra peut-être reprendre la place de Saliba. Mais voilà, moi, c'est ces deux-là que je vois sur l'image que j'aimerais voir demain titulaire. On sait que Deschamps mettra Upamecano. Toujours avec Konaté sur le 8e de finale face à la Belgique. Il n'y a pas de favori. C'est que c'est un match un peu du 50-50. Il a dit, j'ai vu une phrase de Kevin De Bruyne sur les réseaux sociaux. Il a dit qu'on est favori, l'équipe de France. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Il veut mettre la pression de notre côté. C'est du 50-50. Même si pour moi, vraiment, s'il faut sortir un favori, je mettrais quand même un petit peu la France par rapport aux joueurs. Et l'équipe belge est pour moi moins fort qu'en 2018.
Mais voilà, c'est une équipe. C'est une équipe déjà que je voulais pas, enfin que je voulais pas que la France affronte en huitième. Je préférais Roumanie, Ukraine ou la Slovaquie, peu importe. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le football. On verra qui sera le meilleur par rapport à l'autre. Mais après, ces deux équipes ont beaucoup déçu, comme lors des matchs de poule. Donc voilà quelques déclarations lors de la conférence de presse d'Ibrahima Konaté. Tiens, quelques photos aussi de Mbappé avec un nouveau masque encore. Voilà, un nouveau masque de Kylian Mbappé. Et on a une stat, donc Mbappé a 2 fois plus de masques, donc 4 que de matchs joués dans cet Euro. 2 pour l'instant, et 3 demain bien sûr. Il n'avait pas joué contre les Pays-Bas. Donc voilà, peut-être le masque tout en bas à droite qu'il a eu aujourd'hui à l'entraînement sera peut-être le masque qu'il portera. Mais demain sûr, il aura encore un masque, Kylian Mbappé, pour cette rencontre. Et toujours avec Kylian, il inscrit également les prénoms des membres de sa famille sur ses crampons. Donc ses neveux et sa nièce. On peut voir aussi Kylian, enfin son nom à lui, Ethan, Wilfried, Jires ou Feiza, le nom de sa maman. Donc voilà, par rapport au crampon de Kylian Mbappé. On va parler aussi de Kingsley Coman. J'avais parlé hier, les gars, que Kingsley Coman allait peut-être se rendre comment dire, en Suède pour aller à la naissance de son enfant. Donc sur Instagram, la femme de Kingsley Coman semble démentir les informations indiquant qu'il quitterait le Rassemblement des Bleus pour assister à la naissance de son 4e enfant en Suède. Voilà, en gros, elle a dit, c'est une mauvaise information. Voilà, merci, en gros. Donc en gros, il restera dans le rassemblement de l'équipe de France. On continue, plus rien à voir avec les Bleus, mais plutôt du côté du Brésil. Mon idole, quand Vini reprend la story de Neymar sur Instagram, parce que Vini qui a fait un énorme match avant-hier avec la victoire 4-1 contre le Paraguay. Donc il a marqué, il a fait la célébration à la Neymar et Neymar a remis ça sur ses réseaux sociaux. Et Vini a également republié ça sur également ses réseaux sociaux. On continue avec quelques infos mercato. Le transfert de Moussa Niakhaté de Nottingham Forest à Lyon serait bien de l'ordre de 31 millions d'euros, j'ai dit. Ça va se faire. Et c'est le prix, on ne savait pas si c'était 20 ou 30 parce que c'est pas pareil, c'est quand même 10 millions de plus. Ça va bien être 31 millions d'euros. La transition s'est directement faite entre les patrons des deux clubs, Evangelos Marinakis et John Textor, adeptes de la multipropriété. Donc voilà, ça devrait bien être 31 millions d'euros. Et ce défenseur sénégalais là, peut-être demain, voilà, ça sera officiel. Peut-être aujourd'hui, c'est officiel, j'en sais rien. Mais voilà, c'est imminent, il va lui rejoindre l'Olympique lyonnais. Concernant Raphaël Varane, est arrivé à Côme, donc du côté de l'Italie. Le défenseur français est en Italie pour discuter en personne de son transfert vers le club italien. Il rencontrera le conseil d'administration de Côme ainsi que Fabregas, voilà, qui est le coach de cette équipe. Voilà, parce que Côme qui monte en Serie A, ils veulent des grands noms, enfin ils veulent déjà se maintenir et se renforcer. Donc voilà, Varane pourra arriver, Paul Lopez également, le gardien de l'OM serait ciblé. Du côté de la Juventus Turin, pas mal de joueurs pourraient partir. 7 joueurs de la Juventus Turin ne sont plus dans les plans de Thiago Motta, le nouveau coach pour la saison prochaine. Moskin, Milik, McKinney, De Seglio, Kostic, Rugani et Arthur Melo. Donc tous ces joueurs devraient, enfin ils ont tous un bon de sortie, ils devraient, enfin la plupart, peut-être il y en a qui resteront, mais la plupart devraient quitter la Juventus. Moussa Tamari annonce son probable départ du Montpellier Hérault. Donc il a dit: j'attends l'accord du club pour passer à ma prochaine étape, ce qui sera une surprise et le peuple jordanien en sera content. Voilà, cet attaquant de la Jordanie qui avait fait une très belle Coupe d'Asie en janvier dernier. Et bien en gros il annonce sur ses réseaux sociaux en gros qu'il va quitter Montpellier et qu'il va très prochainement annoncer son futur club. Et il dit qu'en gros le peuple jordanien sera très content. Peut-être une top équipe en gros pour Moussa Tamari. On va parler de ce joueur, j'en ai parlé il y a quelques jours. J'ai dit, bon, c'est un jeune joueur, Omari Kellyman, bon, je pense que personne ne le connaît, il est né en 2005, et ben il débarque à Chelsea pour 22 millions d'euros. Il jouait, je crois, du côté d'Aston Villa. Bon, c'est pas marqué, mais je crois qu'il jouait dans cette équipe. Il jouait déjà en première ligue, après seulement 2 petits matchs de première ligue. Donc il signe à Chelsea, le jeune espoir anglais a signé un contrat de 6 ans avec les Blues. Voilà, c'est officiel. Donc voilà. Un nouveau joueur du côté de Chelsea. Du côté de l'OM, Lilian Brassier sera officialisé normalement demain lundi au plus tard. Convaincu par Roberto De Zerbi, le défenseur a repoussé des offres de clubs anglais. Il s'agit d'un prêt payant de 1,5 million d'euros avec une option d'achat obligatoire fixée à 9,5 millions d'euros. Donc en gros ça va monter à 11 millions d'euros. Si on rajoute l'option, ils sont obligés, option d'achat obligatoire, tu es obligé de payer cette somme, mais lors de l'été 2025, et le prêt là, de 1 million. Donc voilà, ce joueur demain sera officiel du côté de Marseille. Lui c'est officiel, tiens, du côté de Marseille, lui demain, mais lui aujourd'hui, l'OM annonce avoir trouvé un accord pour la signature d'Ismaël Koné, le joueur canadien de l'équipe de Watford. Les Phocéens cassent leur tirelire, montant du transfert 12,5 millions d'euros. Donc voilà, Marseille commence fort comme ce mercato, avec 2 arrivées là. Enfin une imminente et une c'est officiel. Toujours avec Marseille, poste de gardien de but Paul Lopez, j'ai dit, il devrait partir du côté de Com, et du coup un nouveau gardien devrait arriver. Pour l'instant, voilà, l'OM a bien entamé des discussions avec Ilan Meslier, le gardien français de Leeds United, où il a comment dire, il a envisagé bien sûr pour remplacer Paul Lopez, mais aussi Brice Samba.
C'est soit Brice Samba, soit Meslier qui devrait devenir le nouveau gardien de Marseille. Du côté de Augsbourg, donc Augsbourg demanderait 5 millions d'euros pour Erwin Cardona que Saint-Etienne souhaite récupérer. Donc ce joueur, il a été prêté en janvier, donc de janvier jusqu'à là à Saint-Etienne. Et c'était un prêt de 6 mois, il a été exceptionnel. Il a été très très bon sur cette deuxième partie de saison. Il a marqué des buts importants. Et en gros, Saint-Etienne aimerait l'avoir pour la future saison en Ligue 1. Donc voilà, Augsbourg demande 5 millions d'euros pour finaliser le transfert. Des nouvelles aussi de Nengolan, ancien joueur par exemple de l'AS Roma. Donc négocie avec le Raja Casablanca pour un transfert libre. Le club récemment champion de Botola a fait une première proposition écrite. Le joueur belge en demande le double. Contrat d'une saison sur la table. Voilà, tout est dit. Donc s'il y a accord et parce que pour l'instant le joueur demande le double en salaire ce qu'on lui a proposé. Si les deux parties se mettent d'accord, il pourrait rejoindre le championnat marocain. Voici le maillot de domicile de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Attention, c'est pas officiel. C'est vrai que beaucoup de clubs ont déjà dévoilé leur maillot domicile. Le PSG, le Real, voilà, beaucoup d'équipes. Par exemple, en grand club, il y a Marseille qui n'a toujours pas dévoilé son maillot. Il devrait bien ressembler à ça. Le futur maillot de l'OM version domicile. Tiens, cette fois-ci, le maillot extérieur de Tottenham. Ils ont déjà dévoilé leur maillot domicile Tottenham, mais le maillot extérieur ressemble à ça. Tiens, porté par je sais plus comment il s'appelle lui. Romero je crois. Donc voilà, maillot de couleur violet pour l'équipe de Tottenham. Le futur maillot aussi donc là c'est officiel concernant Tottenham. Là concernant Chelsea c'est pas officiel mais il pourrait ressembler à ça leur futur maillot voilà, domicile la saison prochaine. Donc eux aussi ils n'ont toujours pas dévoilé leur maillot domicile mais il pourrait ressembler à ça avec bien sûr on pourra rajouter un sponsor en plein milieu de maillot. Et l'équipe aussi a dévoilé son nouveau maillot, c'est Villarreal. Donc c'est le maillot là, bon en gros c'est toujours le même. Ça n'a rien, c'était supporter de Villarreal. Si tu as le maillot depuis 2016-2017 c'est quasiment, bon c'est vrai que souvent les maillots se ressemblent mais là vraiment celui de Villarreal se ressemble énormément. Le dernier en bas à droite jusqu'au dernier là. Voilà, donc c'est quasiment le même avec à chaque fois le même sponsor. Pareil, au même endroit, identique. On continue avec le FC Martigues, une équipe qui monte en Ligue 2 la saison prochaine. Et jouera ses matchs à domicile au Vélodrome la saison prochaine, le chantier de leur propre stade, parce qu'en gros ils ont fait une demande bien sûr pour jouer dans leur stade, mais c'est pas homologué auprès de la Ligue 2. Et du coup là ils font les chantiers et du coup ça prend un peu plus de temps, donc du coup ils vont jouer jusqu'à décembre à peu près au Vélodrome, leur match à domicile, puis après voilà de janvier on va dire jusqu'à juin 2025, là ils joueront dans leur stade qui sera fini, parce que là il y a des travaux, donc voilà, ils vont jouer quand même pendant 6 mois du côté du Vélodrome pour leur future, pour la future saison de Ligue 2. Ferran Torres a décidé de ne pas aller aux Jeux Olympiques, donc Ferran Torres pourtant il a été appelé, pourtant là il joue déjà l'Euro bien sûr avec l'Espagne, où il jouera peut-être ce soir, on verra. Et il a été appelé aussi par le sélectionneur Espoir pour jouer à les Jeux Olympiques, mais il ne souhaite pas aller aux Jeux Olympiques. Donc il veut se concentrer sur le Barça et être là dès le début de la pré-saison, parce que l'équipe va partir aux États-Unis, les joueurs du Barça. Donc voilà, si en gros il participe à ces Jeux Olympiques, il ne pourra pas faire la pré-saison. Et lui veut faire la pré-saison avec le FC Barcelone pour mettre les chances de son côté, pour rester bien sûr du côté du club. Donc il dit non en gros à l'équipe espagnole Espoir. Tu vas parler d'un autre espagnol, Xavi les gars, lors de la saison 2008-2009. Regardez-moi cette saison, 54 matchs, donc pas mal ou très bien. 10 buts, pas mal pour le milieu de terrain, mais surtout 30 passes D. Il a été décisif sur 40 buts en 54 matchs. Et pour un joueur qui joue milieu de terrain, c'est quand même très très bien. Donc voilà, le prime on peut dire de Xavi. Et toujours avec le Barça, vu que l'on parle un peu du FC Barcelone. Donc le Barça a décidé de fermer ses académies, en gros ses centres de formation en Inde, dans les villes de Delhi, Mumbai, Pune et Bengaluru. Donc pourquoi? Donc la première avait été ouverte en 2010, mais aucun grand talent n'en est sorti en 14 ans malgré une population de plus de 1,4 milliard d'habitants. Je crois l'Inde en plus, je crois que c'est le pays le plus peuplé au monde. Et du coup ils avaient ouvert un peu des centres de formation un peu partout bien sûr pour essayer de dénicher les pépites, mais le problème en 14 ans aucune pépite, parce qu'en gros les meilleurs joueurs de ces académies, après ils viennent à la Masia, le centre de formation du Barça. Mais voilà, il faut sortir bien sûr les meilleurs joueurs, parce qu'il y a des grosses populations, tout ça. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de grands noms qui sont sortis. Et du coup, ils vont fermer voilà, toutes ces académies-là parce que ça coûte de l'argent. Et on sait que le Barça, niveau financier, c'est un peu très compliqué. Donc c'est pour ça qu'en gros, toutes ces académies ferment. Et toujours avec le Barça, hier on a parlé de la grosse info. Ça faisait la une journal Mundo Deportivo. C'était marqué 250 millions d'euros que le PSG voulait proposer au Barça pour Lamine Yamal. Le Barça a répondu tout simplement. Donc pour le Barça, le joueur, bien sûr, n'est pas à vendre. Le Barça, hors de question de lâcher Lamine Yamal, que ça soit 250 millions d'euros. Le Barça veut bien le lâcher, il faut payer sa clause libératoire qui est de 1 milliard d'euros. Il faut multiplier par 4 ce que propose pour l'instant le PSG. Donc il n'y aura pas de négociation
Voilà, en gros, le Barça bloque tout simplement Lamine Yamal. Il restera bien du côté du FC Barcelone. On va parler du Real Madrid. Donc, s'envolera pour les États-Unis pour les matchs de pré-saison le 28 juillet prochain. Donc là, on est le 30, dans à peu près moins d'un mois. Ils s'envoleront aux États-Unis. Donc, seuls les joueurs qui atteignent les demi-finales de l'Euro et de la Copa América ne participeront pas à la tournée. Donc, par exemple, un joueur comme Mbappé. Voilà, on sait que joueur du Real Madrid. Donc si il va au moins en demi-finale avec l'équipe de France, donc il ne jouera pas, enfin il ne fera pas la pré-saison aux États-Unis. Il attendra que l'équipe revienne du côté de l'Espagne bien sûr pour faire la pré-saison parce qu'en gros il aura Mbappé quand il va finir l'Euro, il aura encore quelques jours de vacances, donc en gros ça sera trop juste. Donc voilà, même Vini les gars par exemple, s'il va en demi-finale de la Copa América, il ne pourra pas jouer, faire cette pré-saison aux États-Unis. Et joueurs qui reprendront l'entraînement le 15 juillet prochain, parce que là dans à peu près 2 semaines c'est retour de l'entraînement au Real avec les joueurs qui sont en vacances depuis la fin de la finale de la Ligue des Champions contre Dortmund, de Courtois, Fran González, Fran Garcia, Alaba, Lucas Vázquez, Ceballos, Brahim Diaz, Régnier, Valero et Rafa Marin, voilà, tous ces joueurs. Et c'est très probablement la présence aussi de Luka Modric et de Lunin aussi, qui ont déjà été éliminés très tôt lors de cette Euro, qui seront aussi de retour, bon, peut-être quelques jours après. Donc voilà, concernant le retour à l'entraînement du côté du Real Madrid. Et toujours avec cette équipe du Real, mais leur stade, le Santiago Bernabéu. Et la FIFA a choisi son stade pour la finale de la Coupe du Monde 2030. N'oubliez pas que la Coupe du Monde 2026, donc déjà aux États-Unis, Mexique, Canada, ça c'est sûr. Et en 2030, ça devrait également se jouer dans 3 pays. Le Portugal, l'Espagne et le Maroc. Et la finale où elle se dispute, c'est comme le match phare, bien sûr la finale, ça devrait être dans ce stade-là. Le stade du Real donc reste maintenant à trouver un accord avec le Real Madrid car la FIFA veut disposer du Bernabéu pendant 3 mois. Donc voilà, le Real et la FIFA vont chercher une formule qui permettra le partage du stade par les 2 entités. Donc voilà. Tout est dit les gars, si pour l'instant ce serait du côté du Bernabéu la finale de la Coupe du Monde 2030, on n'est pas encore maintenant, ça sera dans 6 ans. Ibrahim Diakité a été impressionné par l'organisation de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, début d'année. Il a dit: j'ai été agréablement surpris par les infrastructures, la pelouse et toute l'organisation. Il n'y a eu aucun problème de notre côté. Franchement, je ne pensais pas que ça allait être aussi bien organisé. Même les personnes en Côte d'Ivoire sont ultra accueillantes. Tout le monde était joyeux, c'était vraiment bien. Aucun point négatif sur cette CAN. Voilà ce qu'il a pu dire. Voilà, en gros que tout s'est bien passé. Voilà, c'est vrai qu'elle a été même très réussie en plus du spectacle, tout ça, des rebondissements, des coups de théâtre avec la Côte d'Ivoire qui était 2 doigts à éliminer et du coup ils ont gagné la compète, c'est fou. Donc c'est vrai que ça a été une grande réussite, cette CAN 2024, peut-être la meilleure. Et tiens, en parlant de la CAN 2024, regardez là, c'est les premiers 0-0 par exemple par rapport aux dernières grosses compétitions continentales, la CAN, l'Euro, la Coupe d'Asie, la Copa América. Donc le premier 0-0 en Copa América, c'était il y a quelques jours, c'était au bout du 2e match. En Coupe d'Asie, c'était le 3e match. À l'Euro, c'était le 21e match. C'est l'équipe de France contre les Pays-Bas. C'était le 21e match. Et à la CAN, ça a été seulement au bout du 33e match, le premier 0-0. C'est-à-dire qu'il y a eu le plus de spectacles. Donc voilà, petite comparaison avec les différentes compétitions. Une source proche de Chelsea parle des problèmes de comportement de Mikel Olise plus jeune. Il s'est battu avec certains joueurs qui sont encore aujourd'hui à Chelsea. Il s'est aussi fait virer de Manchester City pour les mêmes raisons. C'est un garçon un peu bizarre qui demande beaucoup d'encadrement. Voilà. Donc c'est une source proche de Chelsea qui dit ça sur Mikel Olise quand il était plus jeune. Parce que je ne savais même pas qu'il était à Chelsea à l'époque. Bon, peut-être, il était peut-être au centre de formation, où il a été découvert, ça à Crystal Palace. Donc voilà peut-être pourquoi Chelsea a peut-être jeté l'éponge, ou ce joueur plutôt devrait maintenant signer du côté du Bayern Munich, parce qu'en gros il avait des problèmes un peu de comportement. Le footballeur professionnel le plus âgé du monde, donc il s'agit de Miura, donc c'est un joueur japonais qui a quand même 57 ans. 57 ans, toujours footballeur, il joue en 2e division portugaise cette saison, donc là il quitte son club et il signe maintenant 4e division mais japonaise, il retourne au pays à l'Atlético Suzuka, son nouveau club, mais voilà. 57 ans, toujours footballeur en 4e division, c'est quand même incroyable. Le joueur est une nouvelle fois prêté par le club de Yokohama qu'il a rejoint en 2005. Sa carrière a démarré en 1986. J'étais même pas né les gars quand il a commencé sa carrière. Il est toujours footballeur professionnel. Incroyable quand même la longévité de ce joueur japonais que je parle de temps en temps, parce que plus les années passent et plus il continue à jouer au football, c'est fou. Léo Messi pense avoir reçu un don de Dieu, certainement. Je l'ai compris en grandissant, je suis très clair sur le fait que je suis né ainsi parce que Dieu m'a choisi. C'est un don qu'il m'a fait et j'ai fait tout mon possible pour en tirer tous les fruits.
On pense qu'il a très bien fait, hein, parce qu'il a fini le jeu, hein, il a fini le football. En gros, Léo Messi a gagné tout ce qui était possible. Officiel, l'AS Monaco affrontera le Feyenoord Rotterdam le 31 juillet, tiens, dans à peu près un mois et un jour exactement. Donc, ouais, gros match, hein. Feyenoord a fini, je crois, champion. Je ne sais plus s'ils ont fini champion. Je sais plus, je me souviens plus du champion. C'est le PSV, j'en sais rien. Bref, donc ça sera un gros match, hein. Donc, dans du vice-champion de Eredivisie, voilà, j'ai pas lu jusqu'à la fin, je crois que c'est le PSV, hein, qui avait fini champion de Eredivisie, mais il y aura une belle affiche, hein. Monaco, Feyenoord, hein. Donc voilà, et aussi Lyon qui affrontera Arsenal, les gars, Emirates Stadium le dimanche 11 août prochain, un match amical. Voilà, deux gros matchs, hein, programmés pour deux belles équipes françaises. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec les pronostics, hein, pour les deux huitièmes de ce soir. Tout d'abord, l'Angleterre contre la Slovaquie, c'est à 18 h. Je vais vous donner mon prono. Je pars sur la victoire des Anglais, c'est que l'Angleterre a déçu. Après l'Angleterre, c'est que c'est une équipe un peu imprévisible, hein, mais vraiment s'ils se mettent à jouer, hein, s'ils retrouvent leur football, tout ça, s'il y a des connexions, ça peut faire très mal. Allez, je vais partir sur l'Angleterre, après c'est compliqué, je vais partir sur une victoire 1-0, tiens, l'Angleterre contre la Slovaquie, et ce soir l'Espagne contre la Géorgie, donc un match avec deux belles équipes très joueuses. Je pars sur l'Espagne, hein, qui est pour moi bien supérieure. Elle a un 2-0 pour l'Espagne ce soir contre la Géorgie. Donc voilà, les gars, tout ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. N'oubliez pas, on parlera également, comme on le fait tous les lundis, des huitièmes d'hier, des huitièmes de ce soir et du programme aussi de demain soir, hein. Donc on fera le bilan de tout ce qui s'est passé ce week-end comme on le fait à chaque fois le lundi. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de week-end et à demain.